L'histoire de la dernière diva est inséparable d'un décor, les ors et les rouges de l'opéra. Celui d'une prêtresse. Quand le besoin de sacré avait trouvé refuge dans de nouveaux temples. 1958, l'Opéra de Paris l'accueille pour la première fois. Un événement pour la France de l'époque. Sur l'unique chaîne de télévision, la soirée est retransmise en direct, à 21h. Un événement pour le tout Paris, où chacun a payé sa place au prix fort. C'est la dernière sortie du président Coty, celui de la 4e République, qui s'achève. La France a choisi ce gala pour célébrer son changement d'air. Quoi de plus prestigieux que Maria Callas? Dans le grand foyer de l'opéra, un banquet prolonge le concert. Un souper de 450 couverts pour honorer une seule reine. Le Gotha de l'époque est heureux de compter parmi ses sujets Charlie Chaplin, Jean Cocteau, Martine Carole, et un homme fasciné par cette femme qu'il a vue sur scène pour la première fois, l'armateur grec Aristote Onassis. Trois mois plus tard, le printemps, à Venise. Une brève escale pour Maria, qui est invitée de l'hôtel Gritti. Elle se rend au bal annuel que donne son amie la comtesse Castelbarco, la fille de Toscanini. Parmi les invités, Aristote Onassis, qui toute la soirée l'entretient à l'écart. Il l'invite sur son yacht pour une croisière d'été. Elle décline. En mai, sa tournée de concert la conduit à Hambourg, escortée comme toujours de l'homme qui, depuis 12 ans, partage sa vie, son mari, Battista Meneghini. Il a 28 ans de plus qu'elle, il est aussi son agent, son fidèle soutien. Au Music Hall, le concert est filmé, livrant un précieux témoignage sur l'art de Maria Callas.
Le chemin de Calas, ce printemps-là, est tapissé de roses rouges, accompagné d'une carte, l'autre grecque. Maria Callas ne donne qu'un seul opéra en 1959, à Covent Garden, Médée de Cherubini. Elle provoque 12 rappels, mais une fois encore, n'est pas satisfaite. À Londres, elle a un autre rendez-vous, à l'hôtel d'Orchester. Aristote Onassis y donne un bal en son honneur. Dans la grande salle de bal, ils se découvrent un goût commun pour le tango et pendant 2 heures, le partagent. À 3 heures du matin, Aristote et Battista pressent Maria d'accepter. Une croisière qu'elle sait dangereuse. Elle consent. 22 juillet, Maria et son mari arrivent à Monaco. Ils viennent embarquer pour 3 semaines sur le yacht d'Onassis, le Christina, le plus luxueux du monde. Pour Onassis, le Christina est un bureau, une maison et l'outil de sa promotion. Chaque année, les ingrédients d'une croisière réussie sont les mêmes. Des hôtes prestigieux comme Winston Churchill, qui pendant 6 ans profitera du voyage. Introduit par Tina, l'épouse d'Onassis, Churchill vient avec sa femme, sa suite et sa perruche. Un départ en vacances. Le repos des guerriers. Une croisière sur la mer Égée. C'est le premier vrai répit de Maria Callas. Depuis 25 ans, elle s'est vouée à un dessein inouï, ressusciter le mythe de la diva. Entreprise fracassante qu'elle a menée seule dès l'enfance. Sur le paquebot d'immigrants qui arrive à New York, un couple venu de Grèce, les Kalogeropoulos. Georges est un fils de paysan. Dans son village du Péloponnèse, il tenait une pharmacie. Evangelia est la fille d'un colonel. Elle est issue d'une bonne famille. Le couple et leur fille de 6 ans, Jackie, s'installent à Long Island, dans le Queens, au sein du ghetto grec. Georges veut s'intégrer. Il trouve un emploi dans une pharmacie et adopte le nom de Callas. Evangelia est inconsolable. Elle vient de perdre son fils, Vassilis. Il est mort à 2 ans de la méningite. Elle sait que ses prières l'ont exaucé. Enceinte à nouveau, elle attend un fils. Il s'appelle Petros. Elle tricote sa layette bleue. Le 2 décembre, au Flower Hospital de la 5e avenue, c'est une fille. On ne sait pas comment l'appeler. Evangelia demande qu'on la remporte. Pendant 4 jours, elle refuse de la prendre. Maria est née pour remplacer un garçon mort. Elle n'est pas accueillie par sa mère. Elle n'a pas de place dans ce monde. Une mère aimante, un père qui ne fuirait pas les cris de sa femme, une réalité qui n'existe que pour la photo. Quand vient la crise, Georges doit vendre sa pharmacie. Il devient représentant. 6 fois la famille déménage. Elle s'établit tout en haut de New York, entre Harlem et le Bronx, à Washington Heights. Un milieu populaire, auquel Maria, fille d'Evangelia, n'a pas le droit de se mêler. Cloîtrée par sa mère, la rue et ses jeux lui sont interdits. La seule échappée est le grand jardin qui s'ouvre au bout de la rue, Troyon Park, lieu des pique-niques et des réunions familiales. Maria est taciturne. Elle se sent laide, détestable. Elle ne mérite pas d'être aimée. Jackie, sa sœur aînée, plus belle, plus sociable, est la préférée. L'enfance pour Maria, le temps de la grande solitude. Elle va d'école en école et n'a aucune amie. Elle n'a pas de vie de famille. Personne à qui s'ouvrir, dire ses émotions. Alors comme ses seuls compagnons, les oiseaux de sa chambre,
Elle chante. D'un coup, elle se sent digne d'être aimée. Dans le regard de sa mère, elle se découvre une valeur, l'amour conditionnel. I think the program was set not by myself in life in the very beginning. Yes. It was set by my family, my mother mainly, who was commanding the family then. So I had to act accordingly. Of course, I again repeat, it was no trouble for me because I didn't really enjoy myself playing around as children then. And but the program was that, of course, I should become a singer, I should become an artist in any case. Usually what parents say is, well, I sacrificed myself for you, but you will do what I was supposed to do in life. Evangelia voulait être actrice célèbre et riche. Elle s'accomplira à travers Maria. Chaque semaine, elle l'emmène dans la grande bibliothèque de la 5e avenue pour lire et écouter. Le paradis pour Maria quand elle y découvre la voix de Rosa Poncel. La grande Norma du Met, qui devient son modèle. À l'école, on l'applaudit quand elle chante à la remise des diplômes. La grosse myope solitaire s'est alors subjuguée toute la classe, sa voix et son pouvoir. Elle sera chanteuse, c'est sa place, c'est son destin. C'est l'époque des concours radio, des enfants prodiges. Emmenée par sa mère, Maria décroche un 2e prix. Sous le nom de Nina Foresti, ce serait peut-être, en 1935, le premier enregistrement de Maria Callas. Une famille de 3 femmes où le père est absent. Maria a 13 ans quand Evangelia décide de repartir en Grèce avec ses filles. Découvrant Athènes, Maria fait un retour dans le temps. Elle est l'américaine, une étrangère. Elle parle mal le grec, n'ayant pas de langue maternelle. À nouveau, elle n'a pas d'amis, mais n'est pas malheureuse. Ses oiseaux ont fait le voyage. Rue Patition, au 5e étage, elle a son nouveau couvent, le 5 pièces que sa mère a trouvé près du centre. Le travail est son ami. Travail du piano, de sa voix, jour et nuit. Elle dévore les partitions pendant ses repas dans sa chambre. Elle ne valait rien, elle sera la plus grande chanteuse du monde. À 16 ans, une grosse fille sujette à des crises de boulimie qui n'a pas d'adolescence. Sa chance est une grande soprano qui a chanté avec Caruso et Chaliapine, Elvira de Hidalgo, une espagnole qui devient son professeur. Elle l'a fait rentrer au conservatoire, lui obtient une bourse. Au conservatoire d'Athènes, Maria est la plus jeune, une élève hors norme, un rêve de professeur. Parfaite. C'est-à-dire? Docile, intelligente, travailleuse. Travailleuse, c'était quelque chose de formidable. Je n'avais pas besoin de le répéter une phrase 2 fois. Je disais, oui, papito. Le lendemain, tout était en magnifique. place. Et tout comme ça. Elle était très musicale et musicienne parce qu'elle connaissait très bien la musique, elle jouait du piano, très bien. Elvira devient une mère de substitution. Pendant 4 ans, le conservatoire est le vrai foyer de Maria. Elle était la première, elle partait la dernière. Ça, c'était étonnant.
Parce que comment elle pouvait résister là 5 heures? Elle entendait tous les élèves. Les coloraturas, les ténors, tout. C'est pour cela qu'elle avait cette idée de chanter, de faire les notes élevées. Elle me disait, est-ce que je pourrais le faire, les picchettati? Je dis, si tu continues comme ça, oui, tu pourras faire tout. Tout. Une opérette de souper, Boccace. Maria y chante et danse sur un tonneau. À 17 ans, elle obtient son premier cachet de chanteuse. La Grèce, en 1940, échappe encore à la guerre. À la mi-juin, Elvira emmène ses élèves jusqu'au rocher de Kavouri. Un groupe de chanteurs en herbe. Une camaraderie de façade pour Maria. Les premiers rôles sont rares, les filles sont des rivales. La musique est sérieuse. Les garçons n'existent pas. Avec du vin et des chansons, l'excursion se prolonge dans une taverne du bord de mer. Les dernières vacances. Avril 41, les Allemands et les Italiens occupent Athènes. Pendant 3 ans et demi, la peur, la faim, le couvre-feu, les exécutions. Sous la tutelle des occupants, l'opéra d'Athènes reprend vie. Maria est choisie pour incarner Tosca. D'emblée, elle électrise le public. Un grand rôle pour une voix toute jeune. Elle a 18 ans. Temps de guerre, celui du pain qui va bientôt manquer. Celui du marché noir. La nourriture est confisquée par l'ennemi. Athènes n'a plus rien à manger. L'esprit utilitaire d'Evangelia apparaît au grand jour. Elle prend pour amant un colonel italien, Mario Bonalti. Plusieurs fois, Maria va à Salonique chanter pour les officiers allemands et italiens. Au Théâtre Olympia, elle incarne le premier rôle d'un opéra d'Eugène d'Albert monté spécialement pour les Allemands. En face d'elle, une nature. Le baryton vedette, Vangelis Mangliveras. 2 tempéraments se rencontrent. Il a 15 ans de plus qu'elle, déjà 2 femmes et 2 foyers, et devient son amant. Août 44. Hans Hörner, commandant de la Wehrmacht, dirige Fidelio à l'Odéon d'Hérode Atticus. Maria y est Léonore, qui s'habille en homme pour libérer de ses chaînes son amour Florestan. L'Europe se délivre. Les Anglais seront bientôt dans le Péloponnèse. Tandis qu'Athènes attend sa délivrance, la voix de Maria devient symbole de liberté. Octobre 44, la libération. Athènes vit une semaine d'ivresse. Puis c'est l'épuration. Maria voulait ignorer la guerre. Elle a chanté pour l'occupant. Elle est exclue de l'opéra d'Athènes. Elle perd sa bourse au conservatoire. Son avenir est barré. Mangliveras lui propose le mariage. Elle les conduit. « Tu ne dois pas me demander ma vie. Pour l'instant, je ne veux être mariée qu'à mon art. » Contre le gré de sa mère et d'Elvira, elle part seule pour l'Amérique. Une fille de 21 ans sans argent avec 2 valises bourrées de partitions, la foi en elle est son seul capital. À New York, sa patrie, elle rejoint le lieu de l'amour, celui du Metropolitan Opera de Rosa Poncel et celui de son père Georges qui est venu l'attendre au bateau. Une étrangère à nouveau face à l'inconnu. Elle ne doute pas. Elle déchante. Allant d'audition en audition, elle découvre que la star de l'opéra d'Athènes n'est à New York qu'une vedette de province. Elle cherche à se faire entendre par Edward Johnson, qui depuis 10 ans a redonné son lustre au Metropolitan Opera, lançant une nouvelle génération de chanteurs.
Il l'entend, mais ne la retient pas. C'est l'échec. Elle n'a plus d'argent, elle vit de petits boulots. Chante à Greenwich Village, dans un restaurant italien. Quand elle rencontre Zenatello, le directeur du Festival de Vérone qui cherche une Gioconda. Un ancien grand ténor, transporté d'enthousiasme, il l'engage sur le champ. Maria s'était trompée. Ce n'est pas à New York, mais en Italie que se trouve le chemin. Une Italie qu'elle découvre à 23 ans et qui lui offre un premier rôle devant 25 000 personnes. Découvrant le lieu, elle s'inquiète. Sa voix portera-t-elle jusqu'au dernier rang? Mais elle a le soutien de Tullio Serafine, le maître de l'opéra italien depuis 3 décennies. C'est sa deuxième grande chance. Un savoir inégalable que pendant 10 ans, elle vampirise goutte à goutte. Il ne reste aucune trace de cette première Gioconda que dirige Serafine. Ne subsistent que les photos prises 2 ans plus tard. Déception. La Gioconda de Maria ne suscite pas de critiques enthousiastes ni aucun nouvel engagement. Une étrangère, étrangère aux conventions de l'époque. Celle du beau chant, des jolies voix, seule compte la vérité dramatique. Entre alors en scène un industriel de Vérone de 52 ans, Battista Meneghini. Fou d'opéra, il s'éprend de cette chanteuse esseulée, il la guide. Il apprécie aussi la femme. La nuit, il lui fait découvrir sa ville. Il l'éblouit en l'amenant à Venise, dont il connaît chaque pierre. Par ses cadeaux, il lui montre combien il est proche. This is very, very precious to me. It was his very first gift to me, especially precious because he asked me for a gift, and I said, whatever you wish, and I was wishing for this, and he gave me this. It's hard to explain. I don't know if one can understand what I mean exactly, but to have something you wished for and you haven't said, it's wonderful. Maria n'est plus seule. Ils deviennent amants. Pendant 1 an, Maria vivra avec Battista dans l'hôtel Accademia de Vérone. Meneghini lui offre un contrat. Il subvient à ses frais et devient son agent. Mais les rôles qu'il décroche ne conviennent pas vraiment à Maria. Des rôles dramatiques, lourds. Aïda, Nabucco, Turandot, Parsifal. Des petites scènes, souvent. Rovigo, Bergame, Palerme, Udine. Au bout d'1 an, il ne l'a toujours pas épousée. Dans l'Italie catholique de l'époque, le statut de Maria est difficile. Il est celui d'une maîtresse, d'une femme entretenue. C'est l'impasse à nouveau, elle décide de repartir en Amérique. Quand, sur les instances de Serafine, elle rencontre Francesco Siciliani, le directeur du Festival de Florence. Il m'a chanté un morceau de Norma et un autre morceau. Et j'ai commencé à écouter quelque chose ici, comment ça s'appelle? La chair de poule. La chair de poule. Les programmes, lorsque j'ai été arrivé à Florence, c'était déjà prêt. Mais j'ai dit alors, maintenant, nous mettons un avant-programme à notre opéra. Madame Callas reste en Italie, pas en Amérique. Elle vient à Florence. Elle commence à travailler. En Italie, sa grande carrière.
Piazza Norma de Florence, ouvrant une grande série, marque la première étape de sa conquête de l'Italie. La deuxième étape se joue à Venise, en janvier 49. À la Fenice, dirigée par Séraphine, Maria chante la Valkyrie. 8 jours plus tard, on donne les Puritains de Bellini. Margherita Carosio y sera Elvira. Elle tombe malade. La suite se passe dans l'hôtel que Maria partage avec Séraphine. Il lui demande de chanter un air d'Elvira. Convaincu, il lui enjoint de reprendre le rôle. And he says to me, well, look, Maria, you're going to do this role in a week. I said, I'm going to do what in a week? He says, you're going to sing Puritani in a week. I undertake that you study it. But I said, I can't. I have 3 more Valkyrias. I can't do it. It's ridiculous that I sing Puritani. He says, I guarantee you that you can. So I thought to myself, well, if a man like Serafin, who is no child, knows his job, can guarantee me a thing like that, I will be no fool to say no. And I said, well, Maestro, my best I can do. More than my best, I cannot promise. Deux voix, 2 personnages aux 2 extrêmes de l'éventail dramatique. La même chanteuse, dont la voix couvre 3 octaves devant le même public incrédule. Un exploit qui résonne à travers l'Italie. Et qui permet à Maria d'obtenir le mariage. À Vérone, dans la petite chapelle des Filippini. Le prêtre, le sacristain, 2 témoins, 4 personnes. Il n'est pas le prince charmant. Il est pour Maria l'homme idéal, celui qui épouse aussi son but, devenir la Calas. En guise de voyage de noces, Battista la laisse partir seule pour l'Argentine. À Buenos Aires, puis l'année suivante au Mexique, Maria devient star. Privée de soutien, elle fait venir sa mère. Evangelia a tôt fait de s'approprier sa gloire. Les rancœurs de l'enfance se libèrent. En quittant Mexico à 27 ans, Maria rompt avec sa mère. Plus jamais, elle n'aura de contact avec elle. Maria a trouvé son répertoire, le bel canto. Le lieu du sacre ne se trouve pas à l'étranger. Il est à Milan, c'est la Scala, le temple de ses compositeurs de chevet, Bellini, Donizetti, Verdi. Une autre y règne alors, Renata Tebaldi, proclamée voix d'ange par Toscanini. Ghiringhelli, le directeur, fait obstacle. Maria lui fait peur, elle semble incontrôlable. C'est à Florence, avec Siciliani, que Maria poursuit alors son travail de conquête. E Rossini ritrova a Firenze gli Appias e Malipiero ridaranno voce alle melodie. Serafin risusciterà quell'orchestra. Luce sull'inaugurazione. Il sovrintendente Botto fa gli onori di casa. Sta entrando Scelba tra un pubblico che dimostra come il Maggio sia uno dei più fiorenti festival musicali. Florence est le lieu de ses premières. Les Vêpres siciliennes avec Eric Kleiber, Orphée et Eurydice de Haydn. Sa première Traviata. Médée, qu'elle ressuscite après plus d'1 siècle. Une technique incomparable, un timbre unique qui force les portes de la Scala. Maria a 28 ans. Elle y ouvre la saison avec les Vêpres siciliennes. Merce dilette amiche, che quelle
Puis l'enlèvement au sérail. Maria n'aime pas vraiment Mozart, trop civilisé à son goût. Mais la chanteuse est avide de tout jouer, de prouver qu'elle est une musicienne universelle. Le rituel s'institue. Escortée de ses admirateurs, Maria quitte la Scala pour aller dîner au Savini. Dans la galerie, la représentation s'achève. Elle a gagné. Milan s'est donné une nouvelle reine. Une reine qui est aussi une matrone. Les crises de boulimie n'ont pas disparu. À 29 ans, Maria pèse plus de 100 kilos. Meneghini accepte la femme comme elle est. Mais la diva doit incarner la beauté totale. Maria décide alors de maigrir. À sa manière, en 16 mois, elle perd 35 kilos. Elle a rompu avec sa mère. Elle a le droit d'être elle-même. Elle découvre un nouveau monde, la coiffure, le maquillage. Dans son appartement de Vérone commence sa longue idylle avec les photographes. Aux étages du bas, la famille de Battista, qui ne l'aime pas. Réfugiée sur sa terrasse, Maria Meneghini cultive son nouveau rôle, celui de la femme d'intérieur du bonheur domestique. À Milan, elle retrouve celui de la Calas. C'est une autre femme qui porte les costumes inspirés de Velázquez, incarnant Élisabeth, reine d'Espagne. À Milan, Maria pénètre un palais qui n'est pas un décor, celui de Luchino Visconti. Un autre monde, la vieille aristocratie. Visconti, comte de Modrone, est l'héritier des ducs de Milan. Il est homosexuel, proche du Parti communiste, metteur en scène au théâtre et au cinéma. Fou d'opéra, il suit Maria de scène en scène et devient son ami. I was thoroughly spoiled by him before we even started working together because he was the grand seigneur was treating the prima donna so lavishly, and I felt that. He made a point of pointing it out, and I enjoyed it thoroughly. I don't know whether I'm really always on that pedestal for him or for others, but I felt it in his work with me. C'est pour elle que Visconti aborde la mise en scène d'opéra. Maria est amoureuse de lui. Elle veut être son objet, qu'il la façonne, lui dicte le moindre de ses gestes.
Maria a un caractère extraordinaire. Je veux dire, peut-être elle a très mauvais caractère dans la vie. Je ne sais pas. Oh. Mais dans le travail, c'est, je crois, c'est l'actrice que j'ai eue avec moi, la plus disciplinée, la plus acharnée sur son travail, la plus scrupuleuse qu'on puisse demander. Vraiment extraordinaire. Et tu crois vraiment que Tout le monde était fatigué, elle n'était pas fatiguée, elle voulait continuer les répétitions, tu te rappelles, parfois. Oui, je me souviens. Parce qu'il voulait perfectionner un certain détail, que moi j'aurais même dit, bon, on peut continuer. Non, 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 elle dit, il faut refaire ça, c'est pas bien, pas bien. Enfin, c'est comme ça qu'on fait quelque chose de beau. Vraiment comme... Et alors, évidemment, je fais travailler tous autour de moi. Et des fois, on dit, oh, celle-là, elle a de mauvais caractère parce qu'ils font de plus. Et le plus, c'est que ce que fait le beau spectacle. Ouais, mais Marie est une perfectionniste. Évidemment, donc les gens qui ne sont pas perfectionnistes pensent que Maria a un caractère difficile. Mais c'est pas vrai, c'est eux qui n'ont pas envie de travailler ou de perfectionner leur travail, vous comprenez? Avec moi, ça allait très bien parce que je suis autant ennuyeux que Maria sur le travail. Oh, oui, n'est-ce pas? Vrai, oui, et vrai. on travaille très bien ensemble. Passerete per ballarlo, mi farete caballare. Passerete per ballarlo, mi farete caballare. La signora non la conta, la signora non la conta, la signora non la conta, va vedere, va parlarsi. La signora non la conta, la signora non la conta, la signora non la conta, va vedere, va parlarsi. L'été, au Lido de Venise, Maria n'a plus besoin d'un bateau pour aller nager. Une belle femme, le croira-t-elle jamais vraiment? 1955, Maria a 31 ans. Sa plus grande année. L'hiver à la Scala, la tragédienne reprend une deuxième fois son rôle fétiche, Norma. Norma, la prêtresse gauloise amoureuse d'un Romain dont elle a 2 enfants. Une femme divisée qui choisit le sacrifice et que Maria incarne près de 90 fois. I prefer Norma also as a character, because I don't say she resembles to me, or maybe yes in a certain way. I mean, she's very strong, very ferocious at times, yes. And actually she really is not. She's very... She's got great powers of forgiveness, at least. Yes, and forgiveness. And nobility. So, in other words, she just roars like a lion, but actually she's not.
frankly, I think it is just a woman that is frantic for time and that does not want a war to take place because she is afraid, of course, but you can imagine how strong and powerful she must be to be able to dominate these people. And in fact, the very first recitatives, vocally, it is when she says sediziose voci, voci di guerra, and their reactions are also ferocious because they were hoping that she would say, war, let's go. The signal is up to her, isn't it? So, and she keeps on fighting them down. Finally, when she dominates them and says, well, I foresee their destruction, then they are appeased, the full moon comes, and the Gustav is only a consequence, rather a straight line of singing, which of course is very difficult also because after these strong, powerful recitatives, you have to keep the line very peaceful and very nearly silvery. Grande soprano dramatique du XXe siècle, elle ressuscite la légende des Norma de 1830. Giuditta Pasta, pour qui Bellini écrivit le rôle. Et Maria Malibran, morte à 28 ans, dont elle garde le portrait dans sa chambre. Maria ne méritait pas qu'on l'aime. Callas devient la divine. C'est avec Visconti que Callas devient la grande Traviata. Violetta qui renonce à son amour et même à la vie pour gagner la noblesse est son autre héroïne. Il y a deux rôles que j'aime beaucoup, Traviata et Norma. Je trouve un pendant dans un certain sens parce que une, dans une manière à l'autre, malgré qu'elle est une fille du monde, mondaine, disons, elle s'est sacrifiée par amour. Comment on dit, elle s'est purifiée. Oui, vous avez c'est la dame aux camélias. Oui, c'est la vous dame avez aux une camélias. idée de la pureté que je trouve très belle par rapport à Traviata. Je trouve. Eh bien, évidemment, quand c'est juste, non? Elle s'est sacrifiée, alors... Tout ça, je voudrais l'entendre. Je crois que Maria aime surtout les héroïnes romantiques. Mais c'est, oui, elle est c'est la base surtout de la attachée femme. à ce genre d'héroïnes. Au fond, les héroïnes qu'elle a jouées, qu'elle a chantées au théâtre, sont les Léonore, les Au fond, Amélie, c'est ma nature, peut-être. Enfin, L'actrice de Visconti rejoint les grandes divas du théâtre. Eleonora Duse, dont elle reprend les gestes. Sarah Bernard, qui créa aussi Tosca et Médée. Actrice et chanteuse,
la diva totale. Before you sing a phrase, you must always prepare it in your face and give it to the public. Have it read in your mind. In other words, you think of the phrase, you prepare it on your face, and then you actually perform it. That is the beauty of the bel canto. Offering it to the public and having the public read it in your mind and then actually hearing it. Le grand style. La diva ne doit pas seulement être actrice et chanteuse, elle doit être une déesse dans la vie. C'est la deuxième métamorphose. Sa complice est une couturière de Milan, Madame Bicchi, la petite fille de Puccini. Maria n'était pas seulement une grosse femme, arrivant parfois en pantoufles aux répétitions. Elle était, selon Bicchi, une paysanne endimanchée. En 1957, on la proclame femme la plus élégante du monde. Avide de bijoux, la femme compte sur la chanteuse. À chaque première, Battista lui offre un nouveau trophée. Sur la scène, Callas est une barbare. Chez elle, Maria est une bourgeoise. Elle s'entoure d'un ordre méticuleux qui la protège d'un chaos intérieur. Chaque vêtement est rangé avec une étiquette précisant où et quand elle l'a porté. Le nouveau mannequin a son podium, la maison de Milan qu'elle vient d'acheter avec Battista. Maria Meneghini, la milanaise. Callas règne à la Scala. Renata Tebaldi en est partie. Les grands chefs de Sabata, Bernstein, Karajan la dirigent. Elle joue tous les personnages, les modestes comme les reines. En 1956, elle est la princesse Fedora. Prima donna assoluta de la Scala, elle entreprend une nouvelle conquête. Celle du Met, à New York, où elle paraît enfin à 32 ans. Le Met qu'il avait rejeté 10 ans plus tôt et qui, depuis 3 ans, la réclame. Pour Rudolf Bing, le directeur, 3 années de négociations tordues avec Meneghini. Revenant au pays, Maria est accueillie par un article fracassant que reprennent les télévisions. Une longue interview de sa mère, dressant un portrait au vitriol de Maria. Celui d'une mauvaise fille qui refuse de lui donner de l'argent pour manger et voudrait la pousser au suicide. La Norma, qu'elle donne à guichet fermé, a tôt fait de retourner le public américain. Elle obtient 16 rappels. Elle est bien là aussi, la reine de l'opéra. À New York, au Waldorf Astoria, elle devient une autre reine. Hatshepsut,
la reine d'Égypte. Lors d'un bal costumé. Un bal organisé par Elsa Maxwell, une ancienne pianiste qui inventa la presse People. Depuis 25 ans, elle anime les fêtes de la haute société. Une nouvelle amie qui ouvre à Maria les portes d'un autre monde. Celui de la richesse, de l'aristocratie qu'on appelle alors la Café Society. Un monde qui fascine la petite fille de Washington Heights, une débutante. Sa meilleure amie est alors une jeune fille de 20 ans, Giovanna Lomazzi. Ensemble, elles partagent les voyages, les vacances, les désirs. La diva est une adolescente qui s'interroge. La vie avec Meneghini ne suffit plus. 10 ans plus tôt, elle était celle d'une petite fille qui avait rencontré un père. Battista l'a toujours soutenue. Chaque soir, il a assuré à Maria qu'elle était la Calas. Mais il ne répond pas aux nouvelles attentes de la femme. Sur la plage du Lido, près d'un homme de 63 ans, une baigneuse de 35 ans qui n'a jamais connu de vie de femme. Elle n'en peut plus de cette claustration religieuse. Elle est disponible. C'est alors que tout l'édifice construit par la Calas, en quelques mois, va s'effondrer. C'est d'abord un concert qu'elle doit donner à Athènes. La présence de sa mère est une menace. Rue Patition, c'est Jackie, la sœur aînée, qu'elle tient sous sa coupe. Une femme de 40 ans dont elle veut faire une autre Calas. Le gouvernement grec incite les deux femmes à partir pour l'Amérique. Répétant avec Voto, Maria découvre qu'elle n'est pas en voie. Elle garde la chambre, reporte le concert. On la conspue. 12 ans après, le retour se passe mal. Εγώ δεν μπορώ να κάνω άλλο παρά να τραγουδήσω. Μην περιμένετε, δεν ξέρω τι, διότι μέσα στο αγαπητό σας μυαλό, ποιος ξέρει τι θέλετε από μένα. Αυτό με φοβίζει, διότι είμαι ουμάνα, είμαι ζωντανή. Nouvelle accro plus grave à Édimbourg, dirigée par Voto, toujours. Maria y donne la somnambule avec la troupe de la Scala. 5 représentations sont prévues. Elle prévient qu'elle n'assurera pas la 5e, demande qu'on la remplace. Le public n'est pas prévenu. On lui commande de rester. Elle est inflexible. Ce soir-là, la femme a rendez-vous dans son autre monde, à Venise, pour un bal donné en son honneur par Elsa Maxwell. À l'hôtel Danieli, celui de Musset et George Sand, on consacre son avènement dans la haute société. 2 orchestres, des princes italiens, des actrices américaines. Et jusqu'au milieu de la nuit, une petite fille qui s'émerveille de sa grâce, chantant Stormy Weather avec Elsa Maxwell, dont le cœur de 74 ans bat à tout rompre. Transie d'amour pendant 2 ans, elle poursuivra Maria de ses avances. 3 mois plus tard à l'Opéra de Rome, c'est le scandale. L'un des plus importants du siècle dans l'histoire de l'opéra italien. Erano tutte le premesse per uno spettacolo d'eccezione alla serata inaugurale del Romano Teatro dell'Opera. E qualcosa di eccezionale è realmente avvenuto, ma non nel senso auspicabile. Il Presidente della Repubblica era intervenuto a dare particolare prestigio alla serata. Si sarebbe eseguita la norma e sublime soprano sarebbe stata Maria Meneghini Callas, che accomuna alle sue impareggiabili doti canore e diplomatiche un carattere dolce e remissivo. La peur au ventre, Maria arrive pour ce gala retransmis par la RAI. Depuis 2 jours, elle est aphone. Elle a exigé qu'on la remplace, mais en vain. À la fin du premier acte, les lumières se rallument pour de bon. Elle n'a plus de voix. Elle abandonne. Au bout d'1 heure, on annonce l'annulation. Per causa di forza maggiore, la rappresentazione è sospesa. Par un passage communicant, elle regagne son hôtel. Toute la nuit, elle entend les insultes de la foule.
Pendant 5 jours, elle ne quitte pas son hôtel, découvrant dans les journaux les photos qui la montrent sablant le champagne dans une boîte de nuit l'avant-veille du gala. Enveloppée dans sa dignité, elle apparaît pour une conférence de presse. Elle veut donner le communiqué qu'elle voulait dire ce soir-là. Elle a beau répéter qu'elle était malade, demander qu'on la pardonne, on la dira capricieuse, égoïste, frivole. Maria Callas, the tigress who walked out after the first act of the opera Norma. Then she announced that she couldn't sing, lost her voice, she said. Denials, threats, and later rumors of summonses. Now the tigress has been tamed and she's back at work. À la gare de Milan, on la conspue, on l'acclame, tandis que le Parlement italien demande qu'on retire leurs subventions aux opéras qui l'emploieraient encore. Callas doit gagner de nouveaux territoires. Elle arrive à Lisbonne. Madame, ce que nous voulions tout simplement vous, c'était d'adresser quelques mots à vos spectateurs, à nos spectateurs portugais, d'ailleurs, tout le public portugais qui vous attendait depuis longtemps. Le seul mot que je peux dire est que j'espère qu'il sera content de moi. Je suis ici pour lui faire content et voyons, nous sommes dans la main de Dieu et ça c'est tout. Merci bien, c'est très gentil. Je n'ai pas encore vu rien de Lisbonne, je ne peux pas dire naturellement les choses communes, que ça me plaît, ça ne me plaît pas. J'espère seulement qu'il m'aime. Vous aimez sans doute l'opéra que vous allez chanter, la Traviata. Bien sûr, si je viens pour le chanter, c'est logique. C'est vous qui l'avez choisi, madame? Pour chanter ici au Portugal? Moi, je ne choisis rien. On me dit ce qu'on veut. Et si je le veux, je l'accepte. Sinon, vous savez, madame, pardon. Vous savez que... Mais ça, c'est... Ah, c'est assez déjà. Merci bien, c'est très gentil à vous. À côté d'Alfredo Kraus, elle donne une de ses grandes traviatas. C'est le retour à Milan, pour une création prévue de longue date, celle d'Anna Bolena. Une soirée sous haute tension, le tout Milan a franchi les barrages de police. Une partie du public est venue pour régler son compte à la diva. Dans sa robe de reine inspirée d'étoiles de Holbein, Callas joue gros. Jamais elle n'est aussi bonne. Mais Maria n'a jamais été aussi seule. S'éloignant de Meneghini, poursuivie par Elsa Maxwell, elle est lasse de cette guerre avec le public. En quête de sérénité, elle part vivre sur les rives du lac de Garde. Dans sa nouvelle maison de Sirmione, la maison du repos. Maison de travail, où elle prépare sa prochaine tournée américaine. La tournée de 58 doit la conduire à New York jusqu'au Met de Rudolph Bing, avec lequel elle n'a pas encore arrêté son programme. À Dallas, avec Médée, conduite par Nicolas Ressigno, c'est une fois encore le triomphe, puis l'adversité. Elle reçoit un télégramme de Rudolph Bing. Son contrat est rompu. Elle est licenciée. Please let me hear from you. Regards. And when was that? We started quarreling involuntarily on my side, of course, because... No, I didn't think, of course, it was a quarrel. I just refused the next year's contract because he offered me the old repertoire, that is the old Norma staging, which you all saw. Which she's done time and time again. The Norma, Barbier, Barbara Seville, Traviata, Lucia, and I said, no, I'm sorry, I cannot do routine.
I want new performances, staged well. You know, like here, like a little young Dallas is doing, my God. I cannot do those, excuse me, lousy performances. And I cannot change artists every performance. Now you can know it. Each performance we have, if we do 10 Macbeths, 10 different tenors, 10 baritones. So I'm sorry, I can't do that. That's not art. Well, Leo, I mean, let's get it out now while we're at it. Do you know that last year I did Traviata, never seeing the set, never seeing the set, never seeing my colleagues. Plus jamais un artiste ne s'exprimera de la sorte. I have been brought to exasperating situations, as you fully realize, and yet I have borne them with calmness and with patience. Time does heal lots of things, and I'm quite sure time will prove what I am actually. Maria Callas se trompe. La diva qui vient chanter à Paris est la femme du train, du paquebot, celle du temps qui n'est pas compté, des longues semaines de répétition. Au même moment, l'avion à réaction impose un nouveau calendrier. À Paris, répétant le deuxième acte de Tosca avec Tito Gobbi, elle découvre l'autre adversaire, la télévision. L'outil s'insinue dans la place pour servir et propager le grand art. Mais partout, désormais, l'intégrité artistique devra composer avec l'impératif de diffusion. La dernière diva se meurt, car l'époque n'en veut plus, mais aussi car elle n'en peut plus. Il n'est pas humain de répondre chaque soir à l'attente d'absolu d'un public qui a fait 3 jours de queue. Well, I've come specifically to see Callas. I think it's a shame that she hasn't been here, and now that she has agreed to come back, I think to miss her would be really a crime. This woman is undoubtedly the greatest singer of this century, and... Hélas, je suis une femme avec les faiblesses qu'elle a, parce que pour mon métier, il ne faut pas avoir des faiblesses, des doutes et tout ça. Vous avez des doutes? Oh, tout le temps. Tout le temps. Parce que vous voyez, dans notre métier, on veut... Moi, je sais ce que je voudrais, mais je ne sais pas ce que je fais. Vous l'écoutez, des fois. Et des fois, je crois que c'est horrible, et vous dites que c'est... Vous, je parle en général. Vous dites que c'est merveilleux. Et voilà qu'on devient fou. What's so great about her? She's the only star in opera today who has, you know, real glamour. She's a real star in every sense of the word. She's a great actress. She's a great singer. She's a fabulous personality, you know? Ah, vous les détruisez, les idoles, très facilement. Oui, alors, nous comme avons... vous faites vos idoles, le moment que ce pauvre idole ou est malade, ou elle traverse un moment difficile dans sa vie, elle a besoin d'être aidée, c'est le moment où elle est ruinée. Voilà. Son abandon à Rome était la faiblesse d'un soir. Pendant 15 ans, elle doit rendre des comptes. Let me ask you one thing. Tell me. Just what did happen in Rome, Madame Callas? Well, I just happened to catch a stupid cold that chose a very bad evening, and I just couldn't make it. But I wonder if you'd like to clear up some of the details of what happened in Rome. What happened in Rome? Yeah. Oh dear, did something else happen? La fameuse histoire de Rome. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, c'est rien du tout passé. C'est-à-dire, je crois qu'il y a... Toutes les artistes est arrivé à être grippés et pour pas pouvoir continuer la représentation. C'est cette femme-là, menacée de perdre son pouvoir, qui s'est embarquée sur le Christina. Maria est à la croisée des chemins. Onassis est le maître du jeu. Cet homme couvert de femme, dur et sentimental, n'est pas beau. Mais c'est une force de vie, un pirate qui fascine. Sa croisière est celle de la conquête. Le trajet, les escales, tout est conçu dans un seul but, séduire Maria Callas. Une proie consentante qui s'est embarquée pour l'aventure. C'est à Épidore, berceau de la tragédie,
que sous couvert de visite touristique a lieu le premier rapprochement. Flirt de vacances ou tournant d'une vie. S'éloignant des Cyclades, la croisière gagne les côtes de la Turquie. Sur le pont dans la nuit, Maria sans cesse interroge Onassis. Comment ce grec, issu de la petite bourgeoisie de Smyrne, orphelin de mère à 5 ans, a réchappé adolescent au massacre de la ville par les Turcs. Comment il a sauvé son père de la mort, pris en charge les femmes de la famille. Lui aussi partant seul pour l'Argentine, et comme elle, un immigré du bateau. 20 ans plus tard, à la tête d'une flotte de tankers qui achemine le pétrole du Moyen-Orient, il est devenu le premier armateur du monde. Établissant son siège à Monaco, dont il devient le premier actionnaire. Il en contrôle les hôtels, le casino et l'opéra qu'il propose de dédier à Maria. Le 5 août, le Christina arrive à Istanbul, terme du voyage. Le groupe rencontre Athénagoras, le patriarche orthodoxe. Celui-ci rapproche les deux Grecs, Maria et Onassis. Il les bénit. Pour Maria, c'est le signe du destin. Le soir même, désertant sa cabine, elle fait l'amour avec Onassis. Maria affrontera la tempête, le scandale, toutes les ruptures. Elle s'est engagée, elle ira jusqu'au bout. Lors de son premier concert de septembre à Bilbao, elle n'est plus Maria Meneghini Callas. Elle devient pour toujours Maria Callas. Sa gloire a décuplé. Est-elle si malheureuse? What do you think of any disagreement in Dallas? Did that have anything to do with it? I'm giving no interview. Did you have any trouble in Dallas? None at all. I'm giving no interview. The only reason you left Dallas? Why did you cut short your trip? Please. Are you going to marry Mr. I said don't. I'm not answering any interview. Now stop it. Onassis est un homme comblé. Sincèrement épris, jamais il n'a été aussi célèbre. Le bonheur est complet. Au tribunal de Brescia en novembre, Maria arrive pour le procès en séparation avec Meneghini. Dans la presse du monde entier, les rôles sont bien définis. À Meneghini, celui du mari trompé, du père abandonné, de l'agent déchu. Maria est la scandaleuse, l'ingrate, celle par qui le mal arrive. Une femme amoureuse, qui ne voit qu'une seule chose, cet homme qui lui fait découvrir l'amour physique, l'amour tout court. Quatre mois plus tard, pour régler le partage des biens, elle retrouve Meneghini. Elle est enceinte, de 6 mois. Personne ne doit le savoir. Le 30 mars, elle est de retour à Milan. Dans la clinique d'Edza, elle accouche par césarienne d'un garçon de 8 mois. Il meurt le jour même. Homero, comme l'oncle d'Onassis. Elle l'enterre au nord de Milan, au cimetière de Bresso, le lieu de ses rencontres clandestines avec Aristote. Le berceau de son amour. Cinq semaines plus tard, la Callas arrive au Festival de Cannes. La gloire et le deuil éclatant du bonheur. Maria vit alors à Monaco,
entre le Christina et l'hôtel de Paris. L'année s'achève, folle d'espérance. Tina, la femme de Nassis, a obtenu le divorce. Maria est au bras d'un homme libre. Les deux reines, Maria et Grace, nouent une amitié profonde. Filmé par Grace Kelly, La bonne vie sur le Christina. Maria ne chante que 2 opéras en 1960. Le yacht est doté d'un piano, jamais elle n'y travaille sa voix, abandonnant sa discipline de toujours. Une vie sans rendez-vous, sans autre horizon que l'amour. L'année suivante à Épidore, Médée. Dans le théâtre antique, c'est avec elle-même que Maria a rendez-vous. Elle rencontre son identité, éprouve ses racines. Elle est grecque. Elle impose la mise en scène de Minotis. Dort près de la Seine dans un lit de camp. Multiplie les répétitions, tard, dans la nuit. Che mai fu? Dove son? Dove son? Son ciechi gli occhi miei. E i figli di Giadù potei aver pietà. Son figli miei. E sono figli miei, e dopo loro infelice, infelice. 17 rappels, la fusion avec un peuple. Pour la première fois, elle appartient à un pays. Celui, peut-être, qui est le sien. Maria s'installe à Paris, au Ritz. Décor somptuaire, suite immense. Aristote n'est pas là, il n'appartient à personne. Il vit sur son bateau tel Ulysse, il sillonne le monde. Sans travail, Calas Pénélope est une femme qui attend. Il revient, la fête commence. Reine de la jet set, d'un monde souvent inculte qui ignore l'art de la chanteuse, d'un monde immoral à ses yeux. Onassis la trompe. On lui conseille de rendre l'appareil, un geste inimaginable pour Maria. On m'a critiqué souvent que je suis très bourgeoise, ou plutôt, moi j'appelle brave fille, ce n'est pas une honte. Mais on dit que c'est très bourgeois aujourd'hui être comme ça. Carmen n'agit pas du tout dans cette façon. Elle agit... pas une brave fille. Oh non, pas du tout. Elle prend les hommes, elle laisse les hommes comme un homme ferait plutôt. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme un homme ferait d'une femme, vous voulez dire? Oui, plusieurs femmes. Une femme n'est pas de plusieurs hommes. Oui. Ça, ce n'est pas ma conception. Je ne crois pas à ça. Un homme est polygame, ça oui. Donc Carmen ne fait pas partie de mon monde idéal. Automne 1963. La femme du président des États-Unis arrive à Athènes. Sa sœur, Lyra Dzivil, est alors la maîtresse de Nassis. Elles embarquent pour une croisière sur le Christina. Pour la première fois depuis 5 ans, Maria en est exclue. Le même voyage,
La mer Égée, Smyrne, Istanbul. À Paris, Maria découvre les photos dans la presse. Une vie stérile, sans rien construire. D'un coup, elle ressuscite la chanteuse d'opéra. Avec son nouveau complice, Franco Zeffirelli. Elle va donner Norma et Tosca à Londres et à Paris. Tosca, la cantatrice qui soudain passe à l'acte après avoir compris qu'elle avait passé un pacte avec le diable. À Paris l'année suivante, elle donne ses dernières Norma avec le soutien de Zeffirelli. Et celui de Georges Prêtre, le nouveau grand chef d'opéra français qui devient son complice musical. Maria doit rester en scène pendant les 3/4 de l'opéra. Elle n'en peut plus. Le soir de la dernière, elle abandonne avant la fin du 3e acte. On l'attend pour donner 4 Tosca à Londres. Au Savoy, la suite qu'elle occupe depuis 10 ans reste vide. On la remplace pour les 3 premières représentations. Le directeur de Covent Garden est venu la supplier à Paris. Elle a cédé. Elle arrive pour la dernière représentation, celle qui doit être donnée devant la reine. La grande Calas, ce soir-là, n'est plus qu'un souvenir. Elle a 41 ans. Elle fait ses adieux à l'opéra. Son horizon désormais se confond avec une île grecque de la mer Ionienne. Chassé de Monaco par le prince régnier, Onassis, le nouvel Ulysse, a acheté Scorpios à 10 km d'Ithaque. Il y aménage 2 ports, il y plante tous les arbres de la Bible. Il y a 6 maisons à Scorpios, mais Maria et Aristote vivent sur le Christina. Veillés par les 64 hommes d'équipage. Être sa femme, elle franchit un pas de plus en prenant la nationalité grecque. And are you taking your Greek citizenship back? I've already taken my Greek citizenship.
What is the reason behind this, Madame Callas? Well, the real reason I can even say it is that I am a free woman, you see, because with the Greek law, who is not married after 1946 in church is not married. So you understand? I understand completely. And now, do you have any intention to marry Mr. Onassis? Oh, those are not questions to... Une autre proie, la veuve du président. Onassis la rencontre l'année suivante à New York. Maria a tout joué sur un homme. Elle connaît les rumeurs qui l'entourent. Elle vit dans la dénégation, tout en attendant l'arrivée de sa plus ancienne compagne, la trahison. Elle survient à Scorpios en octobre 68. Onassis ne l'a prévenu de rien. Depuis 9 ans, il était son compagnon. Depuis 2 ans, il n'a cessé de lui mentir. C'est la nouvelle femme la plus glorieuse du monde qu'il épouse, celle des images de Dallas, des toutes premières Mondovision. Maria a tout perdu. L'amour, la confiance, son espérance. Elle doit se reconstruire. Mais comment? La chanteuse a voulu être une diva. Elle est prisonnière de son image, pétrifiée dans sa légende. Sa place est au musée, celle d'une espèce disparue, un objet de curiosité. C'est ce qu'il y a de mythique en elle, son visage de statue antique qui lui ouvre la voie. Médée. Le mythe même de la magicienne, celle qui s'est humanisée en aimant Jason qui l'a trahi. Un film de Pasolini. Dans les paysages lunaires de la Cappadoce, c'est elle-même qu'elle joue, dont elle parle. She's a woman with all the experiences of a woman, even more so. Everything is bigger. Bigger sacrifice, everything is bigger, the scenery is bigger, but the hurt is just there, just the same as any other woman, even more so. La première du film, à l'opéra. Maria veut un triomphe, afin de prouver à celui qui l'a trahi qu'elle s'est donné une nouvelle gloire. C'est un fiasco commercial. La romance trop affichée avec Pasolini ne changera rien. Il est loin d'elle, à travers le monde, partageant sa vie, ses voyages avec une autre, sa femme. Une autre partage ses étés à Scorpios. À Paris, Maria tente de mettre fin à ses jours. Dans son nouvel appartement de l'avenue Georges Mandel, on la retrouve inanimée, bourrée de somnifères. Être reine encore au cirque. Le 38e gala de l'Union des artistes est ouvert. Que le manège commence. Onassis ne doute pas de l'amour de Maria, peut-être parce que lui aussi l'aime encore. Le 15 août, jour de sa fête, il la rejoint dans l'île de ses vacances, l'embrasse sur la bouche sous l'œil des photographes, repart. La reine de l'opéra est une esclave. Maria se donnera à lui chaque fois qu'il le voudra. Elle est folle d'amour. C'est sa sagesse, celle de la grande cantatrice qu'on lui demande de transmettre. À New York, dans des masterclass qui deviennent pour elle l'occasion de tester sa voix, elle n'a pas renoncé à un retour sur scène. It's true. So
The most important is, first of all, there's a call, me. Ridate a me, tutto al mondo. This way you have expression for the proper phrasing. Elle per me, pietà, pietà, signori. You should be like an animal when you sing this aria. This would be my version now. À l'hôtel Plaza, la solitude. Elle retrouve Giuseppe Di Stefano. Il la soutient et devient son amant. Sur scène, ils ont formé le couple emblématique de l'opéra italien. Ensemble, ils ont donné Traviata, Trouvère, Lucia, Tosca. Quand elle éprouvait du désir, il semblait ne pas la voir. Il ranime des cendres froides, lui dit-elle. Un couple sur scène à nouveau. Il la pousse à franchir le pas. La fille de Di Stefano est leucémique. Il a besoin d'argent. Maria est attendrie. Une grande tournée de concerts à travers le monde. Toutes les salles se pressent à l'appel. Il se prépare à Paris. Tournée de la résurrection. Tournée funèbre. Celle du simulacre. As a matter of fact, I think that on the whole I have improved. I had acquired a sort of a, as they called it, a wobble on the high notes, which is a pulsation, and I managed to improve that. Now, during the concerts, I will improve even more the whole status of the voice. Tournée de l'illusion, celle d'une grande voix qui n'aurait pas disparu. Le besoin d'amour est trop fort. Callas, c'était l'intégrité. En se mentant, elle perd son noyau dur. Elle se désintègre. La tristesse est immense. La tournée est finie. Di Stefano est parti, elle est seule à Paris. Dans son appartement de l'avenue Georges Mandel, lieu d'apparat qu'elle ne semble pas habiter, elle donne à huis clos ses dernières représentations. Dans ce luxueux tombeau, elle n'est pas seule. Elle dialogue avec l'ombre de sa mère. À 52 ans, la colère est intacte. My mother has a right to say anything she wants, pro or against me. To cut her off completely, though, and to say you did not want to see her. Because at a certain moment, she used blackmail, unfortunately. And I don't like blackmail by anybody. How do you mean blackmail? Well, I mean, she says, you either give me this and that, otherwise I'll plaster you against all the newspapers, and that she did. But I cannot give in to... Seuls mes caniches ne me trahiront pas, s'écrie-t-elle. Sans cesse, comme en transe, elle écoute ses anciens enregistrements. Une dernière interview à la radio.
Ce que je connais, je voudrais le donner aux autres. Même le donner aux jeunes. Je suis prête. Mais on ne veut pas de ça. Mes collègues pourraient profiter de ça. Non, ils ont honte de venir à la Calas demander des conseils. La vérité est qu'ils ne veulent pas de moi. Je suis complètement inutile. Complètement inutile, alors. Là, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Onassis revient à Paris, la ville de Maria. Il a choisi d'y mourir. Il a perdu son fils de 25 ans dans un accident d'avion. Il souffre d'un mal incurable. À l'hôpital américain, il n'emmène que le plaid rouge que lui a offert Maria. Maria qui n'a pas été autorisée à venir à Scorpios. L'héroïne du mélodrame, selon Calas, est celle du sacrifice. Elle accompagne celui qu'elle aime dans la mort. Il n'y a plus d'avenir, plus d'aujourd'hui. Ne reste que des échos du passé. Elle ne répond plus au téléphone, décommande ses rendez-vous, décourage ceux qui voudraient briser sa solitude. Toute la nuit, la télévision reste allumée dans sa chambre. Elle se gave de pilules, des somnifères, des excitants. Elle n'a plus le désir de vivre. Elle s'effondre dans sa salle de bain. À 53 ans, elle meurt d'une embolie pulmonaire. Religieusement, ses cendres sont transportées en Grèce. Des cendres qui ont été volées au lendemain de sa mort au cimetière du Père-Lachaise et dont l'urne aurait été miraculeusement retrouvée 2 jours plus tard dans une allée. Un grand hommage ou bien le dernier simulacre? Dans la mer Égée, on disperse des cendres qui, peut-être, ne sont pas les siennes. Un vent contraire les rabat sur le visage des participants. Ces biens sont dispersés dans 2 ventes aux enchères, ses effets les plus intimes. Tous les projets de musée ont échoué. Elle n'a pas de place dans ce monde. Il ne reste qu'une voix inouïe qui touchait au ventre, implorant la vie. Dans son vrai foyer, la Scala, on lui rend hommage à travers les paroles de Francesco Siciliani. Una giovanissima cantante greco-americana che aveva con lui debuttato in Italia all'Arena di Verona e cantato poi alla Fenice di Venezia. Merce dirette amiche, di cui leggiò trefiar, il caro dono m'immagine del nostro bel cantor. O fortunato il mio che maramore, se voi recate prono che felice altare. Merce del don a sé, a sé. Cara dolce brezza, d'ignoto amor mi balza il cor. Celeste l'aura già respiro, che tutti i sensi inebrio. Io già respiro
Calas Assoluta, le film que vous venez de suivre, réalisé par Philippe Colli, est disponible sur DVD, une édition MK2. À l'occasion du 30e anniversaire de la disparition de la diva, les maisons de disques nous font redécouvrir des enregistrements bouleversants. Commençons par rappeler la parution de ce coffret de 70 CD chez EMI. Tous les enregistrements effectués par la Calas en studio, entre 1949 et 1969, figurent sur cette compilation. Ce coffret est à gagner sur arte.tv. Toujours chez EMI, notons la sortie d'un double CD, Éternel, un florilège des enregistrements d'airs d'opéra les plus mythiques, interprétés par la diva. On y entend avec plaisir les fameux airs de la Traviata ou de Lucia di Lammermoor. Et pour terminer, voici une nouvelle parution de Warner Classics. Il s'agit des tout premiers enregistrements, datant des années 49 à 52, de celle qui deviendra la prima donna Assoluta. Pour plus d'informations, consultez le site internet ou le service téléspectateur d'Arte.